Salutations, bienvenue dans DCP, du ciné et des Potes. Votre émission bimensuelle de cinéma. Autour de la table, la team Fred, Julien et Jérém. Salut. Alors que le Festival de Cannes 2025 approche, un des grands films de l'édition précédente sort enfin dans nos salles françaises, Les Linceuls de David Cronenberg. De base prévu, qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien. J'ai dit un truc ? J'ai un des grands films. Ouais, non, Oui. je trouve pas. Mais... De base, c'était prévu en janvier, puis il a été repoussé. En fait, il a été repoussé tellement de fois parce que le distributeur était un peu embarrassé. Le thème du film étant le deuil, à la suite de notre critique des Linceuls, chaque membre va parler d'un film sur le deuil qui l'a particulièrement marqué, et l'épisode se conclura avec le traditionnel Joker, cette fois entre les mains de Jérém. Il y aura aussi quelques petits rattrapages. Alors, Fred, tu auras Thunderbolts. Ouais. Jérém, tu auras Drop Game. Yes. Et je rappelle que cet épisode est disponible sur toutes les applications de streaming sur YouTube et que si vous voulez nous soutenir, vous pouvez toujours mettre quelques étoiles sur Spotify. Donc voilà, ça fait 1 an qu'on attend qu'il sorte ce Cronenberg, 1 an qu'on nous dit que c'est pas très bien, mais on avait envie d'en avoir le cœur net. Donc maintenant on l'a vu, et qu'est-ce qu'on pense des Linceuls ? Ce sont les linceuls. Vous faites référence au linceul funéraire ? Non, pas tout à fait. En gros, il s'agit d'une sorte de caméra qui enveloppe le défunt dans sa tombe. C'est pas trop difficile à supporter. Ça me réconforte. On croirait qu'elle flotte dans l'espace. Karch, 50 ans, est un homme d'affaires renommé, inconsolable depuis le décès de son épouse. Il invente un système révolutionnaire et controversé, Grave Tech, qui permet aux vivants de se connecter à leurs chers disparus dans leur linceul. Une nuit, plusieurs tombes, dont celle de sa femme, sont vandalisées. Karch se met en quête des coupables. Du coup, moi je l'ai rattrapé ce matin même, donc j'ai rien noté. Mais c'est nul. C'est pas fameux, hein. C'est dispensable. Oh les gars, Sérieux ? bah c'était sympa quoi. Ouais, c'était sympa quoi. Ouais, c'est pas le meilleur de la carrière de Cronenberg. Hein. Après tu vois, je trouve que par rapport au Crime du futur où je me suis vraiment fait chier, j'étais vraiment en mode mais j'étais paumé pendant tout le film, là tu vois le film m'a quand même tenu la main, tu vois, j'ai réussi à suivre un truc qui était potable genre. Je trouve que les Crimes du futur se tient mieux que les Linceuls. Je suis du même avis que Julien. Parce que je trouve que déjà les Crimes du futur ça avait des gros travers qui étaient le fait de tomber dans des délires très science-fiction mélangés à du thriller. En fait, c'est son obsession des technologies du futur à Cronenberg qui s'impose dans son récit. C'était déjà un travers dans Les Crimes du futur, mais il y avait quand même un contexte écologique, si ma mémoire est bonne, dans Les Crimes du futur, ça remonte un peu. Là, le problème dans Les Linceuls, c'est que ces obsessions, ça vient parasiter le discours premier du film, qui était le deuil. Et finalement, on entend peu parler du deuil dans Les Linceuls. C'est ça, au final, t'as l'impression que le principal sujet du film, c'est pas le deuil. C'est comment il va s'en sortir avec son entreprise. Et j'en ai un peu rien à foutre, hein, désolé, mais... C'est un peu ça le film, c'est que le film il s'ouvre sur un date avec un mec qui a la dame avec qui il est censé flirter, il révèle qu'il a une obsession avec le voyeurisme du cadavre de sa défunte, et qu'il a créé un système qui lui permet de regarder en live l'état du corps de sa défunte d'il y a 4 ans, et donc tu te dis, le film va parler du voyeurisme, du rapport un peu malsain au corps de sa défunte, même si c'est factuellement dégueulasse, et comment en fait ça va tourner à l'obsession. Et en fait, très vite, l'obsession de Vincent Cassel n'est plus du tout sa femme. En soi l'obsession, il le dit, ça fait combien de temps ? Ça fait 4-5 ans qu'elle est décédée, sa femme. Ouais. Donc en soi son obsession elle est montrée, mais pas pendant tout le film parce qu'on n'en a pas besoin, tu vois. Au début t'en as assez, puis... Le film, en fait, il part dans une sorte de thriller un peu avec de la conspiration. Et pour moi, en fait, je pense que le film, si tu le prends trop au sérieux, tu rates un peu le côté très drôle du film. Parce que je vous l'avais dit juste avant, je trouve que c'est un film assez drôle, en fait. Mais c'est ce que j'ai vu beaucoup dans les autres critiques, c'était le côté humoristique du film, et je suis passé totalement à côté. Humour cynique, humour noir, humour pince sans rire, dans les différentes descriptions que j'ai pu voir, mais c'est vrai que je suis passé totalement à côté de la dimension humoristique du film. Je trouve que ça pose plein de questions, en gros c'est un personnage qui avance et qui veut savoir qui a vandalisé les tombes, qui pose plein de questions. Constamment on a toujours des réponses qui vont nulle part, et donc c'est ça qui m'a fait rire en tout cas. En fait moi ça m'a pas fait rire, ça m'a plutôt emmerdé. Oui voilà. C'est juste, je trouve que ça vient parasiter le récit. Déjà quand je me souvenais plus de combien de temps durait le film, j'ai regardé juste avant, j'ai vu 2 heures, j'ai fait 2 heures pour ça. En sachant que je vais les sentir passer, et oui je les ai bien sentis passer, parce que tout ce qui est conspirationniste comme complot etc, je trouve que ça vient parasiter le récit pour pas grand chose, à part pour le personnage de la sœur de la défunte, j'ai oublié comment elle s'appelle. Diane Kruger. Oui, Terry, voilà. Terry. Qui est excité par ces trucs de complot. Je trouve que ça mène pas à grand chose. C'est très verbeux comme film. Ça met énormément de dialogue. Voilà, moi je trouve qu'il n'y a pas grand chose qui se passe à l'écran, même techniquement. C'est juste en fait Vincent Cassel qui passe d'un point A à un point B pour parler
soit avec Guy Pearce, soit avec Diane Kruger, soit avec d'autres personnes, ou sinon il est au téléphone. Et en fait, ça tourne très vite à vide, parce que les dialogues sont pas non plus spécialement fins. Vincent Cassel délivre pas une performance Je le trouve mauvais, moi. particulièrement intéressante. Et puis, pour moi, le summum de la platitude, c'est quand tu as des scènes littéralement montrées à travers un écran de téléphone, et que t'as littéralement genre une main qui tient pendant 3 minutes un téléphone, et tu vois juste ce qui se passe sur le téléphone, c'est-à-dire soit une vidéo de Diane Kruger qui filme Guy Pearce, soit l'IA qui répond à Vincent Cassel. Et t'es là en mode, mais en fait, t'as juste posé une caméra devant un écran, c'est plat, c'est assez embêtant, quoi. Après, t'as pas essayé de chercher plus loin, pardon. Après, t'as quand même les séquences que j'aime bien, c'est toutes les apparitions de Diane Kruger, quand peu à peu son corps se décompose, c'est-à-dire qu'elle perd un bras, elle perd un sein, ses hanches se brisent, où tu vois l'état de sa maladie. Là, tu retrouves l'obsession de Cronenberg pour les corps, et tu comprends plus ou moins le processus qu'a vécu ce couple C'est vrai que avant sa maladie, mais c'est juste peut-être ces petites étincelles-là qu'à un moment t'as dans le film, mais ça reste du second plan. C'est vrai que juste la scène de la hanche, c'est le seul moment où je fais Mais moi, ça m'a fait vachement penser à Crash de Cronenberg, du coup, ces séquences-là. Parce que Crash, c'est des personnes qui sont sexuellement excitées quand il y a des accident. Des accidents, ouais, c'est ça, des blessures avec du coup, quand c'est les cicatrices, etc. Enfin, voilà. Ça m'a fait un peu penser à ça, et je trouve qu'il y a un côté, faux réveil, etc. Dans ces séquences-là qui fonctionnent assez bien, mais c'est peut-être la seule chose que je retiendrai du film, parce que le reste, je trouve que c'est verbeux, assez pédant, et que ça mène pas à grand chose, et je trouve personnellement, si je dois parler de ce qui se passe dans le film, je trouve ça malsain. Ce qui fait le personnage de Vincent Cassel. Après, je pense que c'est volontaire aussi. Je sais, le côté malsain, mais oui, c'est vrai que après, c'est quand même peut-être une des réussites du film, c'est qu'il arrive à te faire sentir cette sensation malsaine et pesante. Parce que cette obsession pour le corps, que ce soit donc le cadavre décomposé, reconstitué en 3D, je trouve que tu as aussi la question de l'avatar, parce que l'avatar en fait est au trait de Diane Kruger. Diane Kruger, elle joue 3 personnages en fait. Elle joue la femme, donc Becca, la sœur Terry, et l'avatar Annie. Pour toutes les bandes annonces, je croyais que Terry elle était jouée par Cécile de France. Je te jure. La coupe de cheveux, oui. Je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a un air. Mais peut-être que dans le film, en gros, c'est le film le plus personnel de Cronenberg, de ce que j'ai compris, parce que sa femme est vraiment décédée en 2017. J'ai l'impression qu'il a mis plein de petits points autobiographiques sur sa vie, qu'il a essayé de les mêler en un film, et qu'il a pas su créer un ensemble en fait qui dialoguait entre. Après, Vincent Cassel dans le film, c'est littéralement David Cronenberg. Et lui-même l'a dit, physiquement, mais je vois pas trop. En fait, je vois pas trop ce qu'il met en lui-même dans le personnage de Vincent Cassel, parce que le personnage de Vincent Cassel, en soi, il a pas de très grands traits de personnalité. Il est surtout victime beaucoup de ce qui se passe dans le film, parce qu'il essaye de démêler le vrai du faux, et que à chaque fois, il est surpris par des révélations. Et il prend jamais vraiment de grandes décisions dans le film. Soit il accepte de coucher avec des femmes, mais il accepte les propositions qu'on lui fait, mais il est jamais dans une entreprise de quoi que ce soit dans ce film. Le seul peut-être moment qui aurait pu être intéressant, c'est quand il y a la relation avec Terry, puisque c'est la sœur de son épouse décédée. Et il y a les ressemblances, du coup, vu que c'est Diane Kruger qui joue les deux, il y a quand même une réflexion sur le fait que elles partagent un corps similaire, un visage similaire. Mais pareil, ils ont fait quelque chose pour repartir dans le côté complot thriller, et ça part dans une toute autre direction à la fin. Ouais, et puis la scène de sexe, elle est très embarrassante, hein, parce qu'en fait, ils font leur affaire, et en même temps, t'as Diane Kruger qui passe son temps à faire la comparaison. Alors, est-ce que moi je crie plus fort qu'elle ? Et t'es là en mode genre, ça dure 3 minutes quand même, c'est un peu long, quoi. D'où le côté malsain, mais qui ouais, mais c'est pas intéressant, je trouve, comme procédé. Enfin, moi, j'ai pas vu de procédé vraiment pertinent qui s'en dégage. Moi, j'ai pas été, horrifié par le truc. Je vois des affiches qui disent que c'est une grande histoire d'amour dans les rues de Paris. Je suis en mode, à quel moment ? Enfin, je trouve pas de lien véritable qui relie les scènes, à part Vincent Cassel qui passe d'une salle à une autre, sans vraie mise en scène. Je trouve ça très mauvais, quoi. Il y avait un peu plus de matière, je trouve, dans les Crimes du futur. Tu l'avais pas vu, toi ? Non, je l'ai manqué. Non, mais rien que même en termes de prothèses, vu que tout ce qui est lié au body horror, au travail de prothèses que tu as chez Cronenberg, t'en avais quand même dans les Crimes du futur, notamment puisque c'est toute une chose sur les organes, la multiplication des organes, que tu retrouves pas ici. C'est vrai que c'est dommage en soi, parce que quand tu regardes le côté linceul, c'est hyper intéressant. Donc le mec crée un linceul, de base un linceul c'est cacher la mort, c'est pas accepter qu'une personne est décédée, voir son corps. Et lui c'est un linceul numérique, c'est l'inverse, c'est de voir au plus près la mort, quoi. C'est vrai que de base il y avait un truc hyper cool, surtout parler de cimetière, de deuil, etc. Moi c'est un sujet qui m'intéresse. Tu vois, c'est un peu l'évolution, comment on va évoluer dans
d'autres manières d'appréhender les personnes qui sont décédées. Donc ça, c'était cool, mais effectivement, le côté un peu conspiration, je l'avoue, moi, m'a fait rire, en fait. C'est pour ça que ça m'a permis quand même d'accepter de regarder tout au bout du film en prenant du plaisir. Mais c'est vrai que si on prend vraiment le truc au sérieux, en résumé... Mais de la même manière, à un moment, le film lance l'idée du business de la mort, ce qui est un truc factuellement vrai, hein, je veux dire, le business de la mort, ça existe, parce que tu vas dans des pompes funèbres privées. Le film lance juste l'idée que, ça existe, et on va en faire peut-être quelque chose qui va rapporter, on va exporter une idée de procédé de deuil, mais il n'en est jamais non plus trop question du film, de l'exportation du principe des linceuls par Vincent Cassel. Ouais. La seule scène intéressante que je trouve, à la limite, c'est le moment où lui se met dans un linceul, pour dire que j'avais envie de voir ce que ça fait, mais sinon, je trouve rien, aucune matière intéressante. La seule autre piste, mais encore une fois, effleurée, c'est quand il se renseigne sur qui a pu saboter les tombes et qui rentre en contact avec un groupe écologiste islandais qui ne s'avère être pas du tout responsable, mais il n'y a même pas d'enquête ou de suspense sur ça, et qui dit justement que l'entreprise de Cassel ne respecte pas la mort et la manière traditionnelle de voir la mort, parce que lui te dit que les morts normalement doivent être incinérés. Et ça d'ailleurs c'est un fake news, hein. Les incinérations, c'est pas plus écologique, hein. Désolé de briser le rêve. Hein. Ah oui, ça, c'est possible. Hein. C'est un niveau consommation de gaz, t'inquiète pas qu'une incinération... puis la fumée, ça vaut 12 fois un aller-retour Paris-Marseille. Ok. Voilà, tu le sais. C'est bon à savoir, merci. C'est bon à savoir, merci. Pour une fois, mon travail a un intérêt dans DCP. Parce que Jérém, il parle souvent de son travail, parce qu'il y a souvent des films qui parlent du lycée. Pour une fois qu'il y a un film qui parle de deuil, je suis là. Il y a un peu de la mort. Je suis là. J'ai quelques infos, mais du coup, rien qui me permet de dire que les linceuls c'est bien, parce que c'est nul. Attends, 6 questions. Est-ce que du coup c'est viable son business de linceul numérique là ? Bon, en vrai, oui, hein. Il y aura toujours des fous furieux pour adhérer à ce genre de truc-là. Ah oui, qui paierait super cher. Après, ça fait vraiment idée de très grand riche. De toute façon, Vincent Cassel, il conduit une Tesla. Oui. Voilà. C'est marrant parce que moi j'imagine pas du tout l'avenir comme dans les linceuls. J'imagine plus des réalisateurs appelés à réaliser des petits films sur les personnes décédées que tu pourras regarder en mémoire de la personne. J'imagine plus un concept comme ça, tu vois. Ouais. Là où dans les linceuls c'est plus la personne en deuil qui fait son propre film, qui peut filmer le corps du décédé comme il le veut, quoi. Mais c'est vrai que par exemple, maintenant j'y repense, il y a tout ce suspense sur quelles sont les petites particules qu'on trouve sur le corps, sur la dépouille de Becca, et à la fin le film te donne une réponse, mais genre elle est même pas claire, et elle est inintéressante surtout. Très décevante, quoi. Mais par exemple, tu vois, toute les révélations sur Guy Pearce, à partir du moment où Guy Pearce est entré dans le film, j'ai tout de suite compris ce qu'il avait fait, quoi. Ouais, mais en soi j'ai l'impression quand même qu'à la fin tu sais pas vraiment si du coup le gars a raison ou non. Non, j'ai pas l'impression que ça penche. Le mec est fou, mais peut-être que c'est aussi. Donc, je pensais au personnage de Terry. Peut-être elle aussi qui est un peu derrière tout ça, tu vois. J'ai l'impression que le film, quand même, te laisse une fin ouverte sur la conspiration, qui est à l'origine de quoi. Le problème, c'est que les enjeux même du film de base sont peu intéressants. Oui, c'est ça. Donc en fait, à la fin, t'en as rien à foutre. Moi, ce qui m'embête, c'est que je suis sûr qu'il y a des gens qui vont y trouver du sens et qui vont être certains qu'on a manqué des trucs, parce que visiblement. Il y a quand même une bonne partie de la critique qui aime bien ce film de Cronenberg. Moi, très vite, j'arrivais plus à être aussi assidu que je le voudrais, et forcément, j'ai manqué plein de trucs, donc je me dis qu'il y a peut-être des trucs intéressants qui se cachent dans le discours de Cronenberg, mais en fait. Moi, ce que j'ai vu, c'est un film très long et très embarrassant qui m'a franchement ennuyé, quoi. Donc, Ah oui, c'est ennuyeux, c'est le ça. Parle un peu de l'IA, du contrôle de l'IA, avec le personnage de Honey, il y a tous ces trucs-là. Bon. Mais limite, j'ai l'impression que c'est un peu opportuniste le truc de l'IA, parce qu'en fait, le film se déroule en gros à notre époque. Hein. Y a pas c'est pas dans un futur proche ou je ne sais quoi. Non, c'est à notre époque. Tu vois que les futurs cimetières, ils sont censés ouvrir en 2025. Donc, c'est à notre époque. Mais je trouve ça, du coup, l'idée de l'IA, je trouve ça opportuniste, ouais. Ah, mais tu vois, je suis sûr que dans quelques temps, l'IA, ça sera capable de faire ça. Hein. Ah oui, ça j'ai pas de doute, mais je trouve que de l'intégrer au film et comme ça, je trouve que c'est opportuniste. Moi finalement, je trouve que Cronenberg n'arrive pas à livrer une vision personnelle du deuil dans son film, qui aurait pu être l'intention première, mais derrière n'arrive même pas à livrer que ce soit une critique ou une réflexion sociale et sur la technologie et sur le futur. Je trouve qu'il n'arrive pas à faire les deux. C'est un mélange de plein d'idées qui n'aboutissent pas. Et qui n'aboutissent pas en fait. Mais du coup, Fred, il y a un moment, t'as rigolé factuellement devant le film ? En fait, je me suis moqué d'une intrigue qui va dans tous les sens et on sait jamais quelle est la réponse, quelle est la solution, tu vois. C'est ça qui m'a plus fait rire. En soi, non, j'ai pas éclaté de rire dans la salle. Mais... Alors, lors de ma séance, je saurais plus sur quel moment en particulier, oui, il y a des gens qui ont rigolé. Il y a quelqu'un qui fait « Ah !» mais je me souviens plus quand. Bon, en soi, je crois que j'ai un peu rigolé, alors que c'est une scène quand même assez bizarre, la scène de cul entre
Diane Kruger et Vincent Cassel. Ouais, bah, c'est quand même... c'est décalé, quoi, quand même. Ça parle business un peu et il y a ça. Mais tu vois, l'autre copine de Vincent Cassel, l'aveugle, bah, j'ai pas compris. Et en fait, à un moment, elle disparaît littéralement pendant 30 minutes de film. Et elle revient. Et elle réapparaît à la toute fin. Et je me disais, mais attends, mais moi, il me semblait que Vincent Cassel, il était passé du côté de Diane Kruger, du coup. Et après, elle lui dit, oh, je veux bien être ton chien. Et je te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et le film, il se termine là-dessus. C'est vrai que le film se termine sur... il décide de partir avec elle, de rester dans l'illusion. Ouais, je suis très perdu. Moi, confus. La fin, moi, je dirais qu'il arrivera jamais à se détacher de l'image de sa femme et que du coup, peu importe avec qui il se mettra, il pensera toujours à sa femme et... à sa fin, surtout. À la fin de cette dame, comme il a pu perdre oui, sa c'est femme. ça. Oui, et surtout, sa femme dans ses derniers instants, etc. Mais pour moi, c'est un peu basique, quoi, de dire oui, bah peu importe ton premier amour, enfin ton grand amour, tu l'oublieras jamais, bah comme sans l'addiction, déconner, quoi. comme la drogue. Comme tout, la dépendance. On refait un film sur On refait un DCP sur l'addiction. Moi, petite info que j'avais vue sur le film, c'était intéressant, c'est le premier film qui est produit par une nouvelle branche de l'entreprise Yves Saint Laurent. Ah qui ouais, va s'intéresser. C'est pas la première fois. En tout cas, moi, c'est pas la première fois que je vois ce logo de Saint Laurent. Là. Merde. Bon. En tout cas, voilà, c'est une branche qui produit des films. Je saurais plus te dire sur quel film je les ai vus, mais je sais que c'est pas la première fois. Par contre, toutes les sociétés de prod et de distribution, il y a SG2, je crois. SBS, elle est apparue 2 fois. Parce que c'est production et distribution. Voilà. Ah, en tout cas, c'était très long. Oui, mais moi aussi, je me suis fait la réflexion, alors que bon, on est habitué à voir ça, et ouais, j'étais un peu en mode wow. Il y en avait beaucoup. Bah, il y a eu, tu vois qu'il sait pas non plus. Bon, il y a eu Canal qui l'a pas mal aidé, mais en soi, il a eu des petites prods. Enfin, coproduction France-Canada. Enfin, Canada-France. En tout cas, je me dis que vu le bordel que ça a été la distribution. Pourtant, on voit des affiches partout. Là, on essaie bien de nous vendre les linceuls, mais il a pris du temps avant d'être sorti. Quoi. C'est ça, en gros, alors c'est Pyramide qui le distribue, je crois, c'est ça. Oui. Ils l'ont décalé parce qu'ils voulaient mettre c'était je sais plus quel film qu'ils ont sorti et que du coup ça a pris la place des linceuls et des linceuls ils l'avaient décalé puis redécalé à nouveau. Enfin, vraiment, je sais pas quelle fenêtre ils attendaient pour sortir les linceuls, mais bon. Après, on n'a pas encore les chiffres du coup, mais je serais curieux de savoir si ça marche parce que j'avais l'impression, après tous ces mois, que c'était vraiment le film Pyramide, c'est pas quoi en faire. Il le repousse un peu comme un truc dont on est un peu embarrassé. Un peu ça, ouais. Mais vu toute la communication qu'il y a quand même, est-ce que ça va marcher? Je suis curieux. Mais les chiffres... Je regarde au cas où si je trouve les chiffres France du premier jour, autrement j'ai les autres. Est-ce qu'en attendant, vous les gars, vous avez quelque chose à rajouter sur les linceuls? Non. La musique de Warshore. Mais du coup, qui a fait toutes les musiques des films de Cronenberg. Moi, je savais pas. Mais elle est ok, la musique de Warshore. Ouais, le seul truc qui est un peu notable du film, comme Les Crimes du Futur, pareil, c'est le seul truc que j'avais un peu repéré, c'était la musique de Warshore. Donc, pour les chiffres, alors, le budget, je l'ai pas trouvé parce que je suppose qu'il a été chercher des sous un peu partout, donc c'est un peu compliqué de connaître le budget exact. Alors, pour les chiffres en France, je n'ai pas le choix, je n'ai que les séances 14h parisiennes. J'ai que ça, il a fait 330 entrées à 14h à Paris, voilà, c'est tout ce que j'ai sur son premier jour, donc le 30 avril. Ouais. Il était pas, il y avait d'autres films qui le surpassaient, Thunderbolt, plein d'autres, donc il était pas, je crois qu'il était dans la quatrième position, 3e position, donc c'était pas énorme. Ouais. Voilà. En ce qui concerne le box-office mondial, il est à environ $530 000 de recettes, la plupart aux États-Unis, 358 000. Ah ouais, mais est-ce que on est un des derniers pays où il est diffusé ou est-ce que genre Non, je crois qu'aux États-Unis il vient tout juste de sortir également. Donc, je pense pas qu'on se souviendra très longtemps des linceuls en tout cas. Non, c'est pas le Cronenberg qui ressortira le plus, je pense. Non, je pense pas. Mais donc je vais transiter avec les films qui vous ont marqué et qui portent également sur le deuil. Et donc je vais dire les films de chacun. Jérém, tu vas nous parler de Pieces of a Woman. Julien, tu vas parler de Franz, de François Ozon. Fred, tu vas parler de Incendie de Denis Villeneuve. Oui. Et moi, je vais vous parler d'un film français, Je vais bien, ne t'en fais pas, de Philippe Lioré. Et donc, Jérém, tu vas ouvrir le bal avec Pieces of a Woman. Ouais, bah, t'aurais pu dire le titre, tant pis. Alors, Pieces of a Woman, c'est un peu le combo gagnant des derniers épisodes de DCP, parce que c'est un film Netflix, et avec un plan séquence marquant comme peut l'être comme dans Adolescence, avec Ellen Burstyn comme dans Requiem for a Dream, oui. Et également avec Shia LaBeouf, qui a joué dans Nymphomaniac dont j'ai parlé la dernière fois. Donc c'est un peu le combo gagnant de tous les films des derniers épisodes de DCP. C'est le bingo DCP réuni. Et du coup, Nymphomaniac, je l'ai rattrapé. J'ai passé un dimanche entier dessus, mais c'était vraiment très bien. Yes. Donc c'est un film réalisé par Cornel Mandolescu, un réalisateur hongrois, donc j'espère que je n'ai pas écorché le nom, qui explore le deuil de Martha, joué par Vanessa Kirby, qui a eu une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle. Absolument pas démérité si vous voulez mon avis. Ainsi que la famille de cette dernière, et le film montre comment
chacun réagit à la perte de son enfant en couche lors de son accouchement à domicile. Donc la structure du film montre parfaitement les différentes étapes du deuil qui est parcouru par Martha, la fameuse courbe du deuil, cependant est pour moi partagée entre Martha et son compagnon. La colère que peut impliquer un deuil en compte beaucoup plus à Sean qu'à Martha, je trouve. Il veut absolument avoir justice contre la sage-femme qui est selon lui responsable de la mort de l'enfant. Il s'énerve et crie facilement, etc., alors que Martha est plus encline à la dépression postpartum. C'est l'ambiance quand j'ai l'impression de parler de tout ça là, c'est super ambiance. Le thème c'est le deuil. Ouais, c'est vrai que t'as le droit. Tout d'abord, elle veut tout faire pour entre guillemets effacer cet enfant en laissant le corps à l'étude universitaire, puis petit à petit, alors qu'en parallèle son couple périt, elle accepte ce deuil et l'embrasse pleinement et fait alors ce que sa famille voulait depuis le début. Donc on voit comment gère le deuil Martha et Sean. Et donc, comme je viens de le dire, le couple part à la dérive, on n'est pas loin d'une scène de viol conjugal, Sean trompe Martha, alors que Martha est juste dépressive et essaye de se reconstruire après cet événement tragique. La mère de Martha n'est pas en reste, car quand on l'écoute, elle et les autres personnages qui gravitent autour de Martha, ces derniers sont vraiment une addition négative supplémentaire à la reconstruction de cette dernière, puisqu'on a l'impression que tous ceux qui n'ont pas subi physiquement cette perte sont plus affectés que la principale concernée, et reprochent le fait qu'elle ne fasse pas son deuil différemment d'eux. Enfin, qu'elle fasse son deuil différemment d'eux, pardon. Donc c'est un film un brin dépressif, mais totalement optimiste sur la fin pour moi, puisqu'on a l'acceptation et l'intégration complète du deuil de cet enfant. Donc le réalisateur montre ça de manière efficace, car sur le plan de la mise en scène, le film s'ouvre sur le plan séquence de l'accouchement, qui est superbement tenu en tension. On voit l'enfant naître puis subitement mourir, et on voit le bébé d'un bleu effrayant qu'une seconde à l'écran, mais je vous jure, cette seconde, elle vous glace le sang. Et ensuite, le film va plutôt opter pour des tons ternes avec une alternance de plans larges, avec Martha souvent isolée dans de grands décors, souvent pauvres en détails, et des plans plus serrés afin de voir le regard de Martha, afin d'en discerner les émotions. Souvent, le seul élément qui ressort de tous ces décors ternes, c'est Martha, notamment juste après l'accouchement où, avec son manteau rouge, elle ressort de la grisaille de Boston. Pour finir, je dirais que c'est un film qui montre bien les différentes perceptions du deuil et comment chacun y fait face au sein d'une même famille, et à quel point un événement de ce genre peut totalement détruire pour mieux reconstruire ensuite. Quel message d'espoir. Poète. Est-ce que Franz, Julien, donne de l'espoir ? Plus, parce qu'il y a quand même un ton, mais je vais en parler. Donc Franz, de François Ozon, sorti en 2016. C'est un peu difficile de définir le cinéma de François Ozon, parce que c'est quand même un cinéaste considéré comme un auteur, mais qui a une palette de films vachement large. Parce que autant, même si on regarde ses sorties récentes, c'était Quand vient l'automne, qui est du pur drame. Juste avant, on avait Mon crime, comédie policière. On se rappelle de Grâce à Dieu, qui est une grosse critique sociale. Et donc Franz, en 2016, qui est une adaptation d'une pièce de théâtre de Rostand fils, pas Rostand père. Voilà, pour l'anecdote. Franz, en fait, ça va se passer principalement en Allemagne, avec une partie en France, mais tout le début du film va commencer en Allemagne. Et donc on a cet homme, Franz, qui est décédé, on a sa femme Anna qui vient se recueillir sur sa tombe, et elle va se rendre compte qu'un autre homme vient régulièrement déposer des fleurs. Cet homme-là, c'est Adrien, sauf que la particularité d'Adrien, c'est qu'il n'est pas allemand, c'est qu'il est français. Et Franz, ça se déroule juste après la Seconde Guerre mondiale, juste après la Première Guerre mondiale. En fait, Franz, ça fait partie de ces soldats allemands qui sont pas revenus du front. Et on va apprendre, en fait, peu à peu, que Adrien en fait a connu Franz dans la période de l'avant-guerre, qu'ils étaient amis et que c'est pour ça qu'il vient lui rendre hommage. Sauf que Adrien, c'est un Français en Allemagne juste après la Première Guerre mondiale, que les Allemands ont perdu, donc il y a un énorme sentiment de rancœur, de revanchisme, et donc Adrien va être très très mal accepté par les gens du village, qu'on est dans un petit village, et notamment par la famille d'Adrien. Parce que ce qu'il va essayer de faire, c'est de rentrer en contact avec justement son père et sa mère. Autant si le contact va bien passer avec Anna, donc l'épouse de Franz, ça va être très compliqué avec ses parents. Mais là où le film est intéressant, c'est comment en fait Adrien va plus ou moins de plus en plus s'intégrer dans cette famille et en fait va être un symbole d'espoir pour eux. T'as notamment le fait que Franz joue du violon et que Adrien joue du violon aussi, donc tu vas avoir une assez belle séquence où ils vont demander à Adrien de rejouer du violon et en fait ils vont se rappeler les souvenirs de son fils. Et si ma mémoire est bonne, parce que j'ai vu le film il y a un petit moment, le film est tourné entièrement en noir et blanc, ça a d'ailleurs reçu le César de la photographie, si je ne me trompe pas. Ma mémoire me dit que justement sur les scènes de flashback la couleur revient, mais là je sais pas si c'est ma mémoire qui est trompeuse ou pas. Je ne l'ai pas sais. Donc si ma mémoire est bonne, il me semble que justement tu as des scènes de couleurs qui reviennent, notamment
lors des flashbacks, et t'as toute une partie de la séquence, c'est quand ils sont au musée du Louvre où tu vois tous les tableaux, et t'as notamment le tableau du suicidé de Manet qui est au centre du récit, et qui paradoxalement en fait va être une sorte de symbole d'espoir sur l'après, sur la reconstruction. Et donc globalement le film, on peut dire qu'il est construit en 2 grosses parties avec un twist au milieu que je ne révélerai pas, twist qui est finalement surprenant parce que quand on connaît Ozon, on pourrait s'attendre à un twist assez attendu qui n'est pas du tout le cas, parce qu'il y a pas mal déçu de gens, mais c'est assez cohérent avec ce que propose le film. Et donc on a toute cette première partie en Allemagne sur comment on fait son deuil globalement, et cette deuxième partie il va se passer en France sur qu'est-ce qu'on fait après, comment on se reconstruit, et notamment le fait que Anna et Adrien va avoir une début de relation entre eux. Et donc François Ozon, c'est pas forcément un cinéaste auquel je suis fan, même si j'apprécie, je trouve que 8 femmes c'est une très bonne comédie musicale. Été 85, c'est un bon film aussi, je trouve. Mais je trouve que France, c'est celui qui m'a le plus marqué, effectivement. Peut-être pour ses thèmes, puisque c'est un film historique, mais je trouve que Ninet est très bon, même si je sais que Ninet ne convainc pas tout le monde, et plus particulièrement année 2016 où c'est très le Pierre Ninet comédie française. 20 ans d'écart. C'est ça, c'est le Pierre Ninet très émotionnel, quoi. Avec une certaine fragilité, mais je trouve que ça passe très bien. Et puis Paul Abir, pour moi il n'y a rien à dire, qui est excellente dans son rôle de femme endeuillée. Question, est-ce que Pierre Ninet joue en allemand ? Je sais plus comment, je me semble qu'il parle quelques mots en allemand, ouais. Je me rappelle plus comment la langue est tournée dans le film. J'ai un trou de mémoire. Parce que j'aimerais trop voir Pierre Ninet jouer en allemand, je sais pas pourquoi. Parce que justement, le film joue sur plusieurs registres, vu que ça se passe en Allemagne et en France. Il me semble, mais encore une fois, là, ma mémoire me joue des tours. Parce que Paul Habert, je sais qu'elle parle français, peut-être pas couramment, mais elle parle bien français, puisqu'elle jouait dans Le Chant du Loup aussi, donc... Ouais, de mémoire, le film est bilingue. Ok. Voilà. En fait, c'était une perche pour que tu parles allemand, mais tu l'as pas prise. Bon, Guten Tag, Sie ist Starten. Voilà, je fais Duolingo en allemand. Ich mag Schokolade. Ja. Ich liebe dich. Ça va être à toi, Fred, de nous parler de ton film. Je prends le film de Julien, intéressant, parce que moi aussi, c'est une adaptation de théâtre. Il y a aussi un twist, très connu même. Moi aussi, il y a un twist. Ah oui, mais fou. Oh, c'est un film de Shyamalan ? Non. Bref, moi je vais vous parler d'Incendie de Denis Villeneuve. Je vais pas vous révéler le twist pour le coup, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, vous avez le temps de découvrir le film, mais surtout de lire la pièce, parce que c'est une adaptation de Wajdi Mouawad. Incendie, ça fait partie de sa tétralogie qui s'appelle Le sang des promesses, et c'est le 2e volet. Donc je vous encourage à lire les 4 pièces qui sont incroyables. Bref, Incendie. Alors Incendie, ça vous parle donc de Nawal Marwan, une femme qui vient de décéder et qui donne à ses 2 enfants jumeaux, donc qui s'appellent Jeanne et Simon, 2 lettres. Une qui doit être remise à leur père et une autre qui doit être remise à leur frère. Donc les deux ne connaissent pas du tout les origines de leur père ni de leur frère, ne savaient même pas qu'il existait. Donc ils sont un peu circonspects. Et tout le film, ça va être un voyage, parce qu'en fait, la mère, donc Nawal, habitait dans un pays du Moyen-Orient. Et ça, c'est hyper intéressant, c'est que Villeneuve reprend le même propos de Mouawad et ne situe pas le film dans un pays du Moyen-Orient. On ne sait jamais où on est, en fait. Et ça permet vraiment de parler du conflit qui se passe là-bas sans vraiment préciser un pays en particulier. Donc c'est assez intéressant. Et donc vous avez Jeanne, la jumelle, qui va partir dans ce pays, retracer un peu la vie de sa mère et comprendre tout ce qui s'est passé et pouvoir retrouver son père et son frère. Et ça, dès le début, on a un peu cette scission. On a le jumeau, donc Simon, qui est très aveugle, qui veut passer à autre chose, qui veut vite enterrer sa mère pour ne plus jamais en parler. Et à côté, on a Jeanne, qui est très curieuse, en fait, qui est curieuse d'elle-même, de ses origines. Donc en soi, le deuil ici dans ce film, c'est aussi une quête initiatique pour la descendance, quoi. Et donc, on comprend peu à peu, parce qu'en fait, au début du film, on a une petite scène très très marquante de Jeanne avec sa mère à la piscine, quand elle était encore en vie. Et on voit que la mère est dépressive au possible et a été ravagée par la vie. Et peu à peu, dans le film, on comprend ce qui s'est passé, pourquoi elle est comme ça. C'est vrai que le twist est assez important, c'est quelque chose d'assez dur. On a tous vu les images qui se passent dans une piscine, mais on n'a pas le contexte, donc on peut pas savoir. Et donc, je ne vais rien dire. Tout ce que je peux dire sur le film, c'est que c'est un film assez violent, pour le coup, tout aussi violent que la pièce que j'ai lue. Violent psychologiquement ou visuellement ? Alors, je trouve que là où la pièce de Mouawad ne montrait pas grand-chose, parce que justement là, Mouawad te montre des sujets assez violents, mais comme c'est au théâtre, comme c'est sur une scène, il y a des effusions de sang, il y a des manières de mettre en scène, mais je trouve que du coup, dans le film de Villeneuve, il va te montrer plus crûment les choses, tu vois. Après, moi, ce que j'aime bien dedans, c'est que Villeneuve, on le critique beaucoup. C'est une critique qu'on peut faire surtout sur la saga Dune, c'est qu'on lui critique son réalisme et son manque d'onirisme. Vous voyez, je sais que c'est une critique je vois très souvent, bien, tu vois.
Et en fait, là, ce qui se passe dans Incendie, c'est même chose. Il filme vraiment un peu comme un documentaire, le film, mais il arrive quand même à ajouter ce truc d'onirisme dans le montage et dans les images. Moi, je pense à une scène, par exemple. Vous avez la mère, du coup, bon, ça spoil un mini truc, je suis obligé de le dire. Vous avez la mère qui donne naissance à 2 enfants. Et ces enfants, donc, elle est en prison à ce moment-là, dans ce pays du Moyen-Orient en guerre. Et ces enfants, ils vont être noyés dans l'eau. Ils sont sur le point d'être noyés, sauf qu'ils sont sauvés par une femme. Et le plan d'après, on revient au présent et on trouve du coup les 2 jumeaux, Jeanne et Simon, qui sautent dans une piscine après avoir appris la chose, le gros twist que là, je ne vais pas vous révéler. Et donc, il y a vraiment un truc très onirique plutôt, je pense, dans le dialogue entre le passé et le présent. Et je trouve qu'ils trouvent ce chemin-là avec les images. Mais effectivement, dans la manière de filmer, ça reste très Villeneuve, très cru, et c'est très bien, c'est tout aussi bien. Si je peux parler du twist sans trop dire, 1 + 1 est égal à 1. Voilà, okay. Retenez juste ça. 1 + 1 est égal à 1 et pas égal 2. Okay. Mais c'est hyper intéressant. C'est vraiment un film sur le deuil, mais qui en même temps te montre que la jeunesse a besoin d'un passé, en fait, parce qu'ils n'ont pas de passé, Jeanne et Simon. Et c'est hyper intéressant et ça parle de plein de trucs. Et voilà. Moi, j'ai un autre calcul mental à te proposer. 1 + 1 égale 11. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau, mon pote. Jean-Claude Van Damme. Bon. Il me reste mon petit film à moi. C'est marrant parce que c'est un film, ma mère m'en a parlé pendant des années et des années. Du coup, je me suis trimballé un peu une idée que le film était incroyable. Et en vrai, c'est un film que j'aime beaucoup, même s'il est assez moqué par pas mal de gens. En fait, en cherchant les images de ton film, oui, j'ai galéré. Il n'y avait aucune image en HD. Oh. Je regardais le truc, j'étais un peu en mode ah ok. Bon, ce film donc c'est Je vais bien, ne t'en fais pas, qui est une adaptation d'un roman aussi, mais j'ai pas noté le nom du réalisateur. Et en fait, moi, le film, ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est surtout pour la musique qui s'appelle Lily, par le groupe Aaron. Voilà, allez écouter cette musique, c'est super bien. Mais sinon, en fait, c'est un film avec Mélanie Laurent, Cadmerade et Isabelle Renaud. Et en gros, en fait, c'est Lily qui revient de vacances et qui apprend que son frère jumeau, il a disparu. Et en fait, elle avait une très forte relation, une très forte connexion avec ce jumeau qui lui a laissé justement cette chanson-là qui s'appelle Lily. Son départ serait les conséquences d'une très 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 violente dispute avec son père incarné par Cadmerade. Et en fait, le comportement de Cadmerade et d'Isabelle Renaud correspond pas vraiment à une dispute. Et donc elle est dans cette incompréhension de pourquoi mon frère est disparu, pourquoi il laisse aucune note véritable et pourquoi en fait j'ai aucune nouvelle. Et du coup elle finit par tomber dans l'anorexie et la dépression. Il y a toute une partie du film qui se passe dans un hôpital psychiatrique où en fait elle est complètement en très grosse dépression, et en fait elle va commencer à se reconstruire en l'absence de son frère, mais dans un deuil qu'elle peut pas vraiment conclure parce qu'en fait elle sait pas ce qui s'est passé et elle sait pas s'il est mort ou s'il est parti. Voilà, c'est comment elle se reconstruit, comment à un moment elle commence à avoir un nouveau petit ami, et il y a une sorte de petit twist qui se passe quand même. Elle commence à se reconstruire quand son frère lui envoie des lettres, et donc elle commence à justement trouver du réconfort dans ces quelques lettres, et c'est à partir de ces mots qu'elle va commencer à reconstruire sa vie, sauf qu'il y a une sorte de petit twist, une nouvelle fois, que je ne vais pas spoiler, mais qui est un twist que j'aime beaucoup. J'adore parce que nous trois, bon désolé Jérém, mais nous on a des twists quoi. Donc ça... Ah lol, t'as pas de twist. T'as pas de twist toi. J'aurais pu parler de 6ème sens, il y avait un twist. J'ai hésité à parler de 6ème sens. J'ai hésité à parler de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Non mais en tout cas, je vais bien, ne t'en fais pas. Moi c'est vraiment, il y a 2 choses qui me marquent beaucoup dans le film. 3, même à vrai dire. Il y a ce twist que je trouve vraiment très bien, même si assez prévisible. La musique et Cadmerade, que je vois rarement dans des rôles dramatiques, mais qui là est vraiment tout en finesse, parce que justement t'as ce passif d'un événement que t'arrives pas vraiment à déceler, et il joue vraiment tout en finesse le fait de je me suis disputé avec mon fils, mais il y a quelque chose de plus, et c'est très fort. Question, il est sorti en quelle année le film ? 2006. Donc avant Bienvenue chez les Ch'tis, mais qu'est-ce qu'il allait foutre là-dedans alors du coup ? Et Mélanie Laurent, toute jeune, je crois, elle a 19 ans dans le film. Et elle est très... c'est une très belle performance, c'est un très beau film. J'ai vu un peu des images du coup de Cad et vraiment j'ai pas reconnu l'acteur. Genre, je l'ai vraiment trouvé très très tragique, très les grosses cernes, très ça m'a un peu marqué. Donc et c'est marrant parce que moi c'est avec ce Cadmerade là que j'ai grandi. C'est-à-dire quand j'étais gamin, moi c'était le Cadmerade du petit Nicolas, de Safari, du ticket dans l'espace. Et du coup je vais bien, ne t'en fais pas, ça fait partie un peu de ce Cadmerade là, de cet âge, de ce visage. Moi le Cadmerade maintenant, pour moi il est vieux. Moi, je pensais plus dans l'intention dans le jeu, tu vois. J'ai senti vraiment que c'était un rôle très, très dur. Ah, c'est 100% dramatique par contre. Ouais. Il est jamais rigolo dans le film, mais pourtant il le tient très bien. Donc c'est une belle recommandation. Moi je trouve ça très bien. Donc, je sais pas, je cherche une transition, mais... ouais, là ça va être chaud. Hein. Ouais, non, c'est difficile de trouver une transition après ça. Donc ton Joker c'est sur Cadmerade. Allez. Ah, en vrai ça peut être rigolo. Mais avant de faire le Joker de Jérém, on a quelques rattrapages. Fred est allé voir Thunderbolts. Oui. Jérémy est allé voir
drop, game. Je vais dire drop en VO parce que pourquoi se faire chier à rajouter game. Ok, je propose que Fred commence. Ah, écoutez, Marvel, moi j'ai un peu abandonné depuis longtemps. Oh. Ah, Qui n'a pas abandonné Marvel? Attends, c'était quoi le dernier film que t'as vu du coup de Marvel Je sais pas, je suis allé voir souvent les films des réals. Donc par exemple, j'étais allé voir Les Gardiens de la Galaxie 3 que j'avais beaucoup aimé. Ça c'était bien. Doctor Strange 2 aussi, sur lequel j'avais passé un bon moment quand même. Tu vois, on voyait un peu de Sam Raimi. C'était déjà en 2022. Hein. Oui, voilà, tu vois, mais je crois que c'est les derniers que j'ai vus. Et après, le reste, bon, les séries, je suis un peu passé à côté. Et les films, voilà quoi. En même temps, en 2024, il n'y a pas eu de long métrage au cinéma. Grand Si, chose. Deadpool 3. Ah ouais. En fait, je suis allé tous. Putain, merde. T'es allé voir Deadpool 3 du coup. Ah ouais. Bah, en fait, Je suis connard, je fais genre le gars que j'aime pas Marvel, mais en fait, je continue. T'es à Je suis jour. pas allé voir Captain America. Bah, j'étais un peu perdu en voyant Thunderbolt. Donc, qu'est-ce que je peux Petit dire joueur, mon dernier Marvel, c'est Avengers Endgame. Ah ouais. Je suis encore un peu attaché à Marvel. Non, mais c'est vrai que je crache beaucoup dessus parce que bah, on est tous un peu déçus. On est tous un peu déçus de la tournure qu'a pris Marvel. Même si récemment, je me suis un peu mis à jour sur ce qui allait se passer dans la phase suivante et je suis un peu hype. Ok, Non? pourquoi pas. Oui, je crois que la saga du multivers va se terminer, ça va être une En nouvelle gros, saga. il y aurait peut-être une fin de multivers. Le nouveau méchant, ce serait Robert Downey Jr. Oui. qui viendrait jouer Doctor Doom. Bon, bref, excusez-moi, je parle pas de Thunderbolt. Mais, voilà. Thunderbolt, c'est un film sympa. Ça reste les défauts un peu de Marvel, hein, donc c'est très lissé en fait. C'est très lissé parce que c'est un film qui veut parler à tout le monde. Donc ça parle de la dépression. Ça revient sur Florence Pugh, du coup, le personnage de Yelena, qui du coup travaille pour une femme, j'ai oublié le nom, Valentina, qui, elle s'appelle Valentina, la méchante. Alors c'est un peu drôle parce qu'à un moment dans le film, cette meuf dit à son assistante, je sais plus comment elle s'appelle, elle lui dit oui, vous savez, dans le monde il y a des gentils, il y a des méchants, mais en réalité il y a des méchants et il y a pire. Pour un peu dire, je suis méchant. Mais Bref. pire. Bref, vous avez donc Yelena qui a un peu envie d'être mise sur le devant de la scène, qui fait plein de petites missions un peu cachées dans l'ombre, et on apprend que du coup que c'est Valentina, ce qu'elle fait est pas très légal, qu'elle essaye de faire des expérimentations pour créer les nouveaux Avengers, enfin créer un nouveau super-héros en tout cas, et pour contrôler le monde. Et sauf que dans ce procès-là, elle a un peu peur qu'elle se fasse choper, donc elle veut détruire tout ce qu'elle a pu construire. Toutes les expérimentations, tout. Ainsi que ses agents. Donc elle veut tuer Yelena ainsi que tous les autres. Donc elle essaie de les réunir dans un endroit pour les buter, sauf que Yelena s'enfuit, ils forment finalement une sorte de nouveau Avenger pour se venger d'elle. Sauf que dedans, elle a créé une sorte de super-héros un peu similaire à Superman, et ce super-héros, en fait, il est dépressif. Ok. Et donc en fait, c'est un gars qui devient vraiment totalement noir quand il pète un câble. Et c'est un peu ça. Mais c'est bien du coup. C'est cool. Non, mais c'est cool. Ok. T'as passé un bon moment. J'ai passé un bon moment, même si, bon, bah, ça reste du Marvel un peu réchauffé, quoi, tu vois, c'est un peu lisse, comme je le disais, il y a pas grand-chose, mais en fait, je pense que j'ai plus kiffé parce que je suis retombé dans Marvel, en fait. Je veux vraiment, là, regarder tous les Marvel, j'ai envie de me refaire tous les Marvel, je sais pas, j'accepte que j'ai envie de revoir les Marvel, tu vois. Donc le Captain, les 4 Fantastiques là, avec Pedro Pascal. Bah, justement, ils ont lié, du coup, ce film-là aux 4 Fantastiques. Attends, comment ils ont fait? Parce que les 4 Fantastiques, c'est censé se passer dans les années 60-70 là. Bah, je sais pas, on s'en fout, hein, de toute façon, Marvel. Moi j'irai voir. Bah, regardez non, la mais- scène post-générique, quoi. Oui, bon. Mais les 4 Fantastiques, ouais, c'est le prochain film Marvel et ouais, ça me tente aussi. Hein. Ça a l'air vraiment chouette. Et bah ouais, de toute façon, ça on le sait que c'est relié maintenant parce que la Fox, non c'était la Fox les 4 Fantastiques, ça a été racheté, donc oui ça on le sait, mais après il y a le multivers, mais enfin tu vois avec le multivers, mais c'est que ce que je trouve intéressant, c'est selon les rumeurs, ils vont arrêter le multivers, et ils vont trouver une solution pour arrêter ça, donc le fait déjà d'avoir lié les 4 Fantastiques, pourquoi pas, ça annonce des trucs cool, même si bon on connaît Marvel quoi, je suis toujours désolé. foiré. Je suis désolé, du coup, la saga du multivers, elle sert à rien. Bah oui, Un totalement. Bah elle a pas eu de grands films. C'est ça. Non, bah il y avait tout le projet de Kang, mais bon l'acteur a été éjerté. Au final, le grand film du multivers, c'était Ant-Man 3. Ouais. Oh, Doctor Strange 2 quand même. Ah oui, c'est vrai. Quand même. Oui, mais après, j'allais dire, ils ont voulu faire un multivers, mais ce qu'ils avaient déjà fait, ça se suffisait. Quand tu arrives à réunir autant de sagas dans les derniers Avengers, c'était déjà une grosse prouesse. Avoir voulu rajouter toutes les licences Marvel qui n'appartenaient pas à Disney, Spider-Man, etc., est-ce que c'était nécessaire ? Pas vraiment. Mais de toute façon, là, la tactique, c'est de racheter, de reprendre les anciens Avengers, mais de plus les mettre dans les mêmes rôles. D'en faire des méchants, en gros. Et c'est ça qui va peut-être attirer et permettre à la phase 6, du coup, de... Attends, donc Chris Evans aussi, il revient ? Alors, Robert Downey Jr., c'est sûr. Ouais. Chris Evans... Alors, justement, je crois que Hemsworth, c'était mort. Je crois que lui, c'est... Je sais pas. Parce qu'il avait détesté ses derniers... le dernier 4, Thor. ouais. Ouais, il a détesté, donc je crois pas. Mais en tout cas, Robert, c'est sûr. Scarlett Johansson, c'est sûr. Ah bon ? Le débat, et je crois que Chris Evans aussi. Et donc il y aurait cette idée de les utiliser comme des méchants, ils joueraient d'autres rôles.
et après de clore le multivers. Ça te montre à quel point ils sont désespérés oui, totalement. pour en venir là. Hein, donc. Moi, tu vois, je préfère cette voie-là plutôt que de partir sur Kang avec le multivers. Je trouve que en soi. Ça m'attirait pas plus que ça, mais rien ne m'attire là dans ce qui se prépare. Hein. Moi, je vais voir, hein, mais soit. Donc c'était cool, mais c'est déjà mieux que d'autres Marvel, mais c'est pas non plus waouh. Oui, c'est dans la mêlée quoi. Et Drop. Je vais être plus court que Fred, parce que du coup on a dévié un peu sur Marvel. Oui. Mais donc Drop, c'est un film réalisé par Christopher Landon qui nous avait fait la duologie Happy Birthday. Qui est donc qui était un simili c'est un mix entre Un jour sans fin et un slasher. Et là, il revient donc avec Drop, qui est un film sur une mère célibataire qui a perdu son mari. Je ne dis pas comment, ça fait partie du film. Et qui se retrouve à faire un date pour la première fois depuis des années. Un peu comme personnage de Karch, j'ai l'impression, du coup, dans Les Linceuls. Et donc, elle est un peu apostrophée de manière assez fréquente par des drops qui sont envoyés sur son téléphone. Au début du film, ça se contente surtout de mèmes. C'est quoi un drop ? Un drop, c'est un airdrop, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est proche de toi qui peut t'envoyer une image. Attends, je te le fais. T'as un iPhone ? Non. Donc du coup, c'est pour ça. Elle reçoit. Il m'a jugé. Donc elle reçoit plein de drops et au début, ça te ferait plaisir, c'est beaucoup de mèmes. Au début. J'aime bien. Ouais, tu vois, t'as le fameux mème du véhicule qui dérape en mode, tu sais, la direction et l'autre, tu vois. Ok. Genre, au début, c'est ça. Et à un moment donné, ça va prendre une tournure en mode, tu sais quoi, va falloir que tu tues ton date. Voilà. Ah d'accord. Mais à quel moment elle est obligée du coup ? En fait, elle est obligée parce que elles ont pris son fils en otage. Ah, c'est une bonne raison. C'est une bonne raison. Donc, c'est un film à concept, un peu un truc qui se vend très bien, tu vois. C'est facile de dire, oui, bon, bah, t'as pas le choix. Tu dates un gars, t'es obligé de le tuer parce qu'il y a des mecs qui t'envoient des drops sur ton tel et si tu le fais pas, ton fils meurt. Mais ça va pas plus loin, quoi. C'est dommage parce que je m'attendais vraiment à ce que ça utilise à fond le concept du drop, etc. Et qu'il y ait vraiment un truc un peu technologique autour de ça, mais pas vraiment finalement. Ça se contente juste de basculer vers un thriller assez classique. Pour moi, la promesse, elle est à moitié tenue, quoi. C'est pendant toute la première partie du film. Oui, le concept que veut faire le film, il se tient, même si c'est pas exceptionnel. Hein. Je trouve pas que le film soit phénoménal, hein, finalement. Mais ça en revient plus dans la deuxième partie vers un thriller assez classique avec des trucs assez vus et revus finalement. Donc c'est pas je vois pas grand intérêt au film, quoi. Donc ce qui est dommage parce que vraiment je trouvais ça intéressant l'idée surtout d'utiliser, bon après c'est un peu marketing ado, tu vois, de dire bon bah tu vois des drops, des mèmes, tout ça, on fait un truc très catchy pour les ados, donc mais bon. Bah, c'est un Blumhouse PG-13 quoi. C'est un Blumhouse PG-13 exactement. Voilà, t'as très bien résumé. Bon. Non, en soi, je pourrais revenir sur Thunderbolt. Vas-y. Non, en soi aussi un truc dont je voulais parler pour Thunderbolt, c'était hyper intéressant le marketing, c'est que maintenant Marvel est vraiment désespéré, ils veulent absolument reprendre des fans, et donc il y a une bande-annonce où ils mettent en avant les équipes techniques, et chaque équipe technique c'est des films à 24. Donc il y a genre Florence Pugh, nanana, ensuite t'as donc le réalisateur de je sais plus quoi, donc il parle de Green Knight, de Beef, la série qui est aussi produite par A24. Donc t'as plein d'éléments qui montrent que genre regardez les gars, on est Marvel mais on a pris des gens d'A24, hein, c'est trop bien. Donc c'est assez drôle de voir ça, de voir plein de mises, vraiment le marketing est fait pour racheter des fans en fait. Je rachète des fans. Non mais c'est drôle. Et petit truc aussi, là ça peut être une petite critique, c'est que je sais pas si vous avez vu passer sur les réseaux, donc Florence Pugh a vraiment sauté du haut de la plus grande tour. La séquence dans le film vraiment dure 1 minute, elle saute et elle a son parachute et voilà. Ah c'est marrant. Donc, c'est vraiment, ça ne sert à rien. C'est juste pour te dire en dehors du film, regardez, elle a sauté depuis la plus grande tour. Oui, il y a même pas de mise en scène. Non, rien du tout. Bah après voilà, je voulais revenir sur ça, la mise en scène. Bon, ça reste Marvel, donc c'est très lisse, c'est très simple en fait, ça va aller à l'efficace, donc ça c'est vrai que. Alors que Mission Impossible, quand ils te le disent, ils le font. Merde. Ils le font, merde. Je me dis ça. Ça arrive bientôt, Mission Impossible 8. Oui, je l'attends comme jamais. Faut que je revoie tous les Missions Impossibles. Faut juste qu'on mate le dernier. J'ai vu que le 1 et en plus il est pas bien. Non, arrête, c'est Brian De Palma, tu peux pas dire ça. Oui, bah c'est Brian De Palma. Moi, je trouve que c'est pas le meilleur Mission Impossible, tu vois. Ah non, très clairement, je suis pareil. Hein, mais... On a bifurqué. Est-ce que c'est le sujet de ton Joker ? Je sais pas, mais Joker. Bah tu sais quoi, ça va l'être. Brian De Palma. De Palma ou le Mission Impossible, je sais pas. Sérieusement ? Mais non, mais en vrai, ou sinon j'avais une autre idée, mais je sais pas lequel est le mieux. Dis-nous.
Je vous laisse le choix du coup. Vas-y. Soit on parle de la Mission Impossible, même si ça va être compliqué pour toi, ou soit on parle plus un peu de nous et de parce que ça fait quand même bientôt 1 an et demi, voire 2 ans qu'on fait ça là, bientôt. Mais est-ce que les auditeurs nous connaissent vraiment et qu'est-ce que tu veux dire sur nous? Et un peu de qu'on explique comment on s'est rencontrés, qu'est-ce qui nous a poussé à faire des CP, etc. un peu. Moi j'aime bien. Vas-y. Ok, sur nous-mêmes. On dit vraiment le truc, mec, ce qui s'est passé entre nous. Ah, c'est chaud. Je te laisse introduire, Jérémy. Du coup, un peu dire comment on s'est rencontrés, comment on en est venu à faire des CP, voilà, un peu nos parcours à tous, quoi. Ouais. Pourquoi? Ça a été la licence en soi qui nous a permis de nous rencontrer. Licence de cinéma. Licence de cinéma, pardon, oui, cinéma, on ne le dit pas assez. Mais avant la licence de cinéma. Et avant le lycée. Toi, je crois qu'Owen, tu es l'un des rares ici à avoir suivi les cursus de cinéma au lycée. Ouais, moi j'ai fait... Non, moi, j'ai tu l'as fait aussi? Moi j'ai fait collège aussi, j'ai fait option au collège. Ok, donc je suis le seul à pas l'avoir fait du coup. Non, moi j'ai fait option cinéma en seconde et première option cinéma en seconde et spé cinéma en première et terminale avec option musique. Moi j'ai essayé de faire option cinéma au lycée, sauf que j'ai pas été pris la première année parce qu'il y avait trop de gens. Et du coup ma prof était trop sympa, elle m'a regardé, elle a fait mais t'inquiète, tu sais quoi, tu vas gérer le ciné-club du lycée. Du coup je suis allé faire un stage au Forum des images, ils m'ont appris des trucs, je suis revenu, on a projeté des films, c'était trop bien. Mais j'ai fait option du cinéma du coup en terminale. Moi oui, voilà, j'ai fait l'option cinéma audiovisuel en 3e, je n'avais pas trouvé de lycée qui faisait l'aspect cinéma ou l'option cinéma dans le coin où j'étais, où c'était pas des lycées qui m'intéressaient, mais au final il s'avère que j'avais postulé sur fameux Parcoursup dans plusieurs licences de cinéma à Paris. Dans mon souvenir, j'avais eu Saint-Denis direct, Paris 8, je crois que j'avais eu direct, que j'ai refusé bien évidemment. En vrai, Paris 8, ça avait l'air vraiment bien pour le coup. Je sais pas, en tout cas c'est pas le truc qui m'intéressait le plus. Et finalement, j'ai dû attendre et je me souviendrai toujours, jusqu'au jour de la finale de la Coupe du Monde 2018. Ça m'a marqué. Où le matin même, je reçois le truc d'acceptation pour Paris 7, où je peux dire si j'accepte ou pas le vœu qui m'est proposé. Ouais. Tous. Hein. Et toi, Julien? Moi, j'ai pris le ciné sur le tard, parce que moi, au collège, j'avais pas d'option, au lycée, j'avais pas d'option. Non, en fait, moi, c'est surtout que j'avais un ami qui était très branché ciné, qui à partir du lycée est très branché ciné, donc à partir de là, il a commencé à rattraper pas mal de classiques, ce qui m'a entraîné dedans, à me mettre à rattraper des classiques, et à l'aider sur des courts-métrages, et de fil en aiguille, de m'inscrire en licence de cinéma, et d'arriver à faire la licence, et après à faire des CP. Mais comment on arrive donc de faire la licence à des CP? Au fil, du coup, on se rencontre en licence, c'était en 2018. On va parler d'Opfula. On peut, si tu veux. Donc, on se rencontre encore en 2018, du coup, c'est 2018, ça, lors de notre licence cinéma à Paris, à Feu, Université Paris Diderot. Oui. Donc autour de quelques bières, quelques soirées alcoolisées, je pense sur l'esplanade. Sur l'esplanade et ou chez des amis, on parle bien et on commence à devenir des potes. Ce qui est marrant à noter surtout, mais ça c'est le cas de toutes les licences, enfin toutes les bandes de licence, c'est qu'au départ, on est quand même une quinzaine dans une bande et au fur et à mesure, il y a des gens qui quittent la licence, il y a des dramas, des trucs comme ça. Surtout en licence, tout le monde arrive et tout le monde se dit je vais être réalisateur. Exactement. Et puis en L3 et M1, t'as des gens qui ont arrêté le cinéma, d'autres qui veulent plutôt dans des sections cinéma, et voilà. Moi, je me rends compte surtout, c'est qu'au début, tout le monde arrive avec l'idée de la réalisation. Un peu parce que c'est peut-être le truc le plus générique, c'est soit l'acting. Généralement, quand t'es dans l'acting, tu vas pas forcément en licence de cinéma, t'es plutôt déjà dans les trucs de théâtre ou même de si comédie. Je trouve ça cool, tu vois, pour le coup, quand t'es acteur, d'avoir une connaissance un peu de cinéma. Je pense que passer par une licence, c'est pas bête, tu vois. Mais... Du coup, t'as souvent ce point de réalisation, et plus le temps avance, plus les gens veulent plutôt s'orienter dans les métiers de la culture. Métiers de la culture, alors beaucoup c'est le journalisme cinéma, mais beaucoup dans la culture, la médiation aussi. Mais c'est-à-dire que nous 4, on a poussé jusqu'à la licence. Fred et moi sommes les 2 qui avons poussé jusqu'au Master 2. Au Master 2, ouais. Vous avez votre master, master. Ouais. Mais en fait, c'était une licence vraiment de culture, c'est-à-dire que ça nous a formé à que dalle. Il y avait des ateliers, mais en fait, on était... C'est de la théorie, quoi, qu'on a fait. Hein. Parce que les ateliers cinéma, on était 8 autour de la caméra, tu vois, donc... Ça t'a donné surtout un gros bagage culturel sur le ciné. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et puis... Une volonté, des goûts, et après de chercher de ton côté. Hein, c'est ça. Parce historique, théorique ou analytique, franchement, c'est ça que ça t'apporte. Hein. En master, on devait faire des recherches très pointues pour un sujet qu'on choisissait. À la fin, on avait des mémoires à rendre, qu'à 50 pages la première année et 110
La deuxième. Ouais. Mais justement, à partir du moment où tu as ce gros bagage culturel et que, en fait, on est tous partis dans une direction très différente du cinéma, chacun, finalement, faire des CP, c'est aussi permettre de ressortir toute cette passion du cinéma, tout ce bagage cinématographique. C'est vrai que genre moi maintenant je suis dans les pompes funèbres donc rien à voir avec le cinéma, à part des CP, j'ai pas grand chose encore qui me rattache au cinéma malgré moi. Dieu merci, il y a des CP quoi. Ah ouais, pareil, parce que finalement, moi j'ai beau bosser dans un lycée. Bon, alors si maintenant au lycée j'arrive un peu parce que je suis le président de l'association qui se permet qui est le ciné-club, donc du coup je présente les films, etc. également lors de ces séances-là, donc ça me permet aussi encore d'avoir un petit peu de ce truc de médiation et etc. Après je dis ça, je pourrais sortir mes doigts et faire des court-métrage le week-end, tu vois. Mais du coup, oui, on parle de tout cet aspect chronologique, mais je pense que la grosse différence avec un projet comme DCP, c'est que quand tu es en licence ou quand tu t'intéresses au cinéma, que tu as ce côté très théorique, c'est que tu ingurges beaucoup de choses. C'est-à-dire que tu vois des classiques, mais tu apprends, mais tu développes pas forcément tout de suite un esprit purement critique. Là où un truc comme DCP, c'est chacun a son avis sur un film avec son bagage et ses connaissances, et chacun peut choisir, comme on l'a fait avant avec les différentes thématiques, de faire une proposition de film, de recommander un film, et on a tous chacun des univers très différents. Mais tu vois, un de mes grands regrets, il y avait une asso de cinéma dans notre licence. Moi par exemple, j'étais le rédac en chef du journal, Fred à un moment a dirigé le ciné-club aussi, et à un moment donné il y avait un podcast dans ce ciné-club, dans cette association. Jérémy et moi avions déjà en L1 essayé on avait postulé pour on s'est fait recaler, et c'est marrant parce que cette association là, ce petit groupe a piqué le matériel son de l'association et l'a jamais rendu. On dénonce carrément, je ne dirai pas les noms, mais non, moi un de mes grands regrets en fait c'est de pas avoir commencé DCP plus tôt, c'est-à-dire en tout cas d'avoir attendu de plus être en licence, parce que par exemple je vois des gens qui sont en licence en ce moment en L1 dans la fac où on était, qui font des podcasts par exemple hors champ, voilà, c'est cool, tu vois, ils sont en L1, ils ont genre 7 ans de moins que moi. Mais le coup de vieux qui se prend, comme disait Julien, ce qui est cool, c'est que moi, en tout cas, le podcast, je suis content parce que depuis qu'on fait ce podcast, j'essaie de regarder des films de l'actu. Il y a toujours ce truc où on va constamment aller au cinéma, même si c'est une séance par semaine. Voilà. Ça reste cool, on reste dans l'actu, non ? Puis, moi, j'aime bien l'idée de donner. Ça peut être avec le cinéma, mais avec n'importe quel média culturel. De donner du sens à ce que tu vois. C'est-à-dire, après tu en parles, tu en débats. Alors faut pas tomber, je pense, non plus dans l'obsessionnel à avoir un esprit critique sur chaque chose et vouloir suranalyser tout ce que tu consommes, tout ce que tu vois, parce qu'il faut aussi prendre les choses comme des objets parfois de divertissement, comme des objets de consommation ou comme juste des objets de pur plaisir artistique. Faut pas tomber dans ce travers-là. Moi j'avais ça avec Sens Critique au début. Je pense que c'est un travers dans lequel tu peux passer, mais je trouve que c'est bien aussi de leur donner du sens, pas juste de consommer du contenu, que de voir, se dire ouais j'ai vu 100 films, 200 films, 300 films, mais qu'est-ce que tu en fais derrière ? Pour certains, voir 200 films, 300 films ou je ne sais combien de films, ça donne de la matière pour soi-même réaliser des scénarios, soi-même mettre en scène. Ou ça peut donner de la matière à réfléchir sur le cinéma même. Bon alors plutôt pour revenir aussi sur comment rebifurquer sur comment on en est arrivé à DCP. Donc du coup Alain, tu mentionnais Hopfula, le fameux projet qu'on était censé faire avec masse d'amis. À l'époque on était une douzaine facile dessus sur ce projet. Et en fait il y avait trop de projets pour un truc trop petit, trop abstrait. Voilà. Peut-être. Mais c'était peut-être aussi nos premières tentatives de créer du contenu par rapport à ça. Donc on fait notre licence à moitié en Covidé et en distanciel. Donc arrive la fin de la licence où Julien et moi arrêtons, mais par contre Fred et Owen continuent comme ils l'ont dit plus tôt. Et à la fin de la de votre M1, il y a une question qui se pose entre nous, et je crois que du coup c'était en début de l'été 2023 du coup. Déjà j'y pensais, en fait je pensais au podcast à l'époque où Fred et moi étions coloc. Et je pensais juste à Fred et moi. C'était pas vous en fait de base. Vous êtes on est les pièces rapportées en fait. Après je dis ça, genre je l'avais jamais formalisé, verbalisé, tu vois. C'est à partir du moment où Jérém et moi sommes devenus coloc où j'ai dit podcast. Non mais ouais c'est ça. En fait il y avait eu une mini réflexion de ça au tout début de l'été 2023. Il me semble qu'on était allé déjeuner au Bois de Vincennes, et sur la discussion il y avait eu projet de podcast qui avait été un peu conçu par nous quatre et fait par nous quatre, et c'est ensuite sur la fin de l'été 2023 où je crois qu'on a vraiment essayé de se dire allez on y va, on se lance, et donc avec la réalisation d'un pilote
le fameux pilote. Il est dans mon téléphone. Enregistré sur le téléphone d'Owen. Très chaotique, très chaotique. Voilà, qui durait une demi-heure, je crois. Même ouais, on parlait juste de Yannick. Voilà, et on n'était même pas 4, on était 5. Bon, on avait un pote dans les parages, on a dit tu veux parler ? Ouais, ok. Donc, s'en est suivi de l'achat de matos et enregistrement et DCP est né. Et bientôt on fera de la publicité, vous verrez ça sur les bus. Mais en vrai, je tiens à dire que le matos, finalement, enfin, il nous est pas revenu si cher à dépenser à 4. C'est ça, vu qu'on divise tout par 4, ouais, c'est ça. Les gens étaient assez étonnés là, quand on a commencé à faire les podcasts en mode genre, waouh, putain, vous avez mis du matos en mode, bah en fait, non, ça va, tu vois. Finalement, c'est accessible à tous, hein. Ouais. Bah, tu disais un truc genre que ton regret c'était de ne pas avoir commencé plus tôt. Si je pouvais, de ma faible expérience de la vie, quand même donner des conseils, si des gens seraient étudiants ou quoi que ce soit, c'est vraiment se lancer et justement de profiter, parce que quand t'es étudiant, t'as quand même du temps. Ouais. Enfin, par rapport à la vie active, t'as une échelle de temps, surtout si t'es en L1 dans le cinéma, généralement t'as beaucoup de temps libre. Ouais, surtout sur la L1, autant la L2, L3 ça commence à te charger, autant la L1 c'est toujours comme à l'époque avec les 15 heures de cours, genre profiter pour faire des trucs, parce qu'après ce temps-là, bah, tu te dis si j'avais pu l'utiliser. C'est vrai que nous on l'a utilisé pour voir des films. Pour voir des films, pour profiter de Paris. Pour se cultiver aussi. Se cultiver. Mais de pas avoir peur de se lancer dans des projets, de pas attendre en fait. Souvent on se dit oui, mais j'ai pas assez d'expérience ou je sais pas comment le faire, ou des fois tu prends un groupe de potes, le plus dur c'est de se lancer, et au pire bah ça rate, hein, comme nous avec le collectif qu'on a pu lancer, au pire bah ça n'aboutit à rien, mais t'as tenté. Et au mieux, bah, ça aboutit à quelque chose qui se pérennise et qui ne peut que s'améliorer avec le temps. Voilà. Moi, je me dis, l'avantage à avoir attendu aussi longtemps, c'est d'être entouré de 3 potes sur lesquels je sais que je peux compter. Parce que le nombre de potes qu'on a eu en L1, mais que finalement, bon bah, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Ouais. Mais au moins, voilà, nous on est 4, on a notre rythme de production et de diffusion que vous connaissez, donc un épisode toutes les 2 semaines, normalement. Alors, le prochain épisode. Oui. Mais normalement, voilà, c'est un épisode toutes les 2 semaines, donc maintenant on est rodé un peu aussi sur la façon dont on programme un épisode et comment on le fait. Comment on s'organise voilà, pour les shorts, pour les réseaux. Pour les réseaux, etc. Donc voilà, faut pas avoir peur, surtout si vous êtes à plusieurs, faut pas. Non, on se divise les tâches et au moins on a chacun des trucs à faire et ça nous permet aussi de faire autre chose que nos métiers respectifs et de continuer à voir des films, à en parler et même du coup à aussi toucher des trucs un peu à côté. Donc les réseaux sociaux, ça nous permet de faire du montage, du Photoshop, plein de trucs quoi. Du community management. Voilà, on fait du community manager à 4 et puis voilà. Puis voilà quoi, moi tourner DCP, spécialement cet épisode sur le deuil, ça m'a sorti de mon travail. C'est comme l'épisode sur adolescence pour moi, tu vois. Voilà. Quand un épisode sur les bibliothécaires. Ouais. Est-ce qu'il y a des films qui se déroulent dans des bibliothèques ? Je sais pas. Franchement, qui m'ont marqué, non. Moi, je me rappelle surtout juste. Les fantômes. Moi, je me rappelle du début de Ghostbusters, en fait, dans la bibliothèque. Ghostbusters, mais les fantômes, ça se passe beaucoup dans des bibliothèques. Les meilleures scènes de bibliothèque. Mais moi, en vrai, je travaille dans le cinéma. Enfin, dans un cinéma. Oui. Oui, mais un épisode qui se passe dans un cinéma, genre Goodbye Dragon Inn. Pas bête. Cinéma Paradiso. Oui, Cinéma Paradiso. Est-ce que vous voulez rajouter des choses sur votre vie, le nom de votre maman ? Que va-t-il devenir ? Que va devenir DCP ? Qu'advient DCP par la Bah, on suite continue là. on dit qu'on arrête là cet été ? Non. On clôt, c'est fini, hein, on l'avait dit. Ah. Non, je rigole. Non, bah Fred, la suite, c'est tu vas peut-être tenter. Enfin, tu tentes la Cinéfabrique. Je tente la Cinéfabrique, une très très belle école qui se situe à Lyon, Marseille. Mais je serai toujours là, les gars. On fera toujours DCP. Cool. Je viendrai tout le temps. En fait, on a créé une IA à ton image, Fred, qui va pouvoir venir te remplacer. Ah, en vrai, vous avez des enregistrements de moi, mais des heures et des heures d'enregistrement. Vous mettez l'IA, vous mettez un peu de tout et ouais. Ça marcherait. Hein. On fait ça. Ok. Et vous me payez. Déjà, on pouvait se payer nous-mêmes. Comment ? Non ? Non. Ok. Merci beaucoup pour le Joker. De rien. Est-ce que qui tu vas le décerner maintenant ? Je le décerne à. Tiens, c'est Fred qui me l'avait donné, je crois, non ? Non. C'était moi-même. Ah, c'était toi ? Moi, je le donne à Fred alors. Merci. Ça fait longtemps que je l'ai pas eu. Ouais. Je crois que ça fait peut-être plus. Genre de base, c'était à moi depuis longtemps et si vous ne l'avez pas donné. Donc j'étais très triste. Waouh. En tout cas, dans 3 semaines, parce que oui, voilà, au moins dans 3 semaines, parce que dans 2 semaines, il se trouve que nous, on sera en Allemagne. Et qu'il y a vraiment aucun créneau pour qu'on fasse l'émission avant. Voilà. Au pire, on fait l'émission en Allemagne, je vous rejoins et hop. Carrément, on a vraiment ça à faire en Allemagne. On a vraiment que ça à faire, de déplacer tout le matos. Non, mais Daz, ciné et des potes. voilà, contrairement à d'habitude, on se retrouve pas dans 2 semaines, mais dans 3 semaines. Minimum 3 semaines. Mais en attendant, vous pouvez toujours nous retrouver sur toutes les applications de streaming, donc Spotify, YouTube, Deezer. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur TikTok. Et on vous fait des gigantesques bises. Et on vous souhaite surtout de profiter du beau temps.
Oui, profitez. Et c'est là, il pleut le jour où ça sort. Ne regrettez pas dans 10 ans quand il n'y aura plus de soleil. Profitez aujourd'hui.